Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, l'objet de cette table ronde, pour finir nos 2 jours de rencontre, c'est comprendre et défendre les écritures contemporaines. Jusqu'ici, vous avez eu des ateliers de pratique, des rencontres, un spectacle. Et là, on souhaite vous partager nos expériences. C'est-à-dire, je vais vous présenter les participants qui, toutes, sont au contact du public pour transmettre les œuvres des auteurs, autrices contemporaines. Donc, c'est vraiment, on repart du terrain, on vous explique ce qu'on fait, nous, concrètement, pour que les œuvres trouvent leur public, pour que le public trouve leurs œuvres. Et ensuite, on vous donne la parole pour que vous nous posiez des questions, si vous le souhaitez. Voilà, alors, je pense que vous êtes tous là parce qu'on partage une préoccupation qui est comment donner accès à un public, quel qu'il soit, c'est-à-dire pas forcément des élèves. Beaucoup d'entre vous sont avec des élèves, mais aussi des gens que vous connaissez, des publics qui sont des publics que vous rencontrez dans des centres sociaux, dans des prisons. Enfin, vous nous avez un peu parlé des publics que vous côtoyez. Donc, comment leur permettre d'avoir un accès à ces écritures contemporaines? Alors, il y a évidemment plusieurs façons d'y avoir accès. Et ce qu'on souhaite, c'est que à la fois, ils viennent voir des spectacles de ces œuvres, mais aussi qu'ils puissent en lire, qu'ils puissent se l'approprier et donc en jouer, et enfin, pourquoi pas, qu'ils puissent en écrire. Donc, c'est par rapport à tous ces objectifs, c'est-à-dire c'est pas seulement assister à un spectacle d'une écriture contemporaine, mais c'est aussi l'appréhender et l'exercer. Je vous présente notre équipe. Alors, vous avez au bout de la table Sandrine Costa-Collin, qui est professeure missionnée auprès du théâtre, auprès du CDN. Ensuite, nous avons Perrine Humbert, qui est chargée des publics scolaires à la Minoterie. Non, pas du tout, pas Alexandra. Je l'ai pas mis dans le bon ordre par rapport à mon papier. Inti Béziat-Kiel, qui est chargée des relations au public et de la formation à la Minoterie. Ensuite, nous avons Dominique Paquet, notre autrice, qui est également adaptatrice d'œuvres littéraires et philosophiques, enseignante, comédienne et déléguée générale des écrivaines et écrivains associés du théâtre. Alexandra Chopard, que vous avez beaucoup côtoyé déjà, qui est responsable du développement des projets et de la formation au sein du TDB, Théâtre Dijon-Bourgogne, CDN. Claire Guiès, qui est la directrice adjointe toujours du CDN et qui est entre autres chargée de la programmation. Je vous donne un petit peu comment on va avancer dans cette réflexion. On va vous expliquer comment naissent les écritures contemporaines. Vraiment, la genèse. On va essayer de faire ça un peu vite, mais de vous tirer un panel de qu'est-ce qui se passe quand un auteur écrit. Oui. Ah oui, pardon. Donc, je suis Laure Favret. Moi, j'ai été productrice de spectacles, accompagnatrice de compagnie, administratrice et productrice de spectacles pour des compagnies de théâtre. J'ai été metteur en scène et adaptatrice aussi d'œuvres. Et puis, j'ai été pendant 3 ans dans une agence qui dépend du ministère de la Culture et qui va être, on va en reparler, je vous en reparlerai un tout petit peu, pour vous un outil de travail qui s'appelle donc le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, qui est un centre de ressources, pas uniquement, mais qui est aussi un centre de ressources où vous trouverez toutes les pièces dont on parle et dont on va vous parler dans la bibliographie
Donc, et qui a aussi pour mission d'apporter des aides financières à des auteurs contemporains. Enfin, pas à des auteurs, à des pièces. Et donc voilà, cette première partie sur la genèse d'une œuvre. Une deuxième partie où on va vous expliquer comment on arrive à les promouvoir, quels sont nos enjeux. Et puis une troisième partie qui vous est encore plus adressée, c'est-à-dire comment vous allez, enfin comment vous et nous, comment ensemble on s'en empare et on les diffuse. Et puis on va se faire une petite ouverture pour conclure, et de la part des participantes de la table ronde et de votre part, en réfléchissant à ce qui nous manque pour que demain ce soit encore mieux. Voilà le programme. Non, tout va bien. Alors, pour commencer, on part donc, ce que je vous disais, de la genèse des écritures d'un texte dramatique. Comment et pourquoi un auteur écrit un texte? Donc, un texte, il peut être écrit par une personne ou plusieurs. Il peut être écrit spontanément, il peut être écrit suite à une commande, il peut être écrit après une rencontre, pour relater un fait de société ou non. Et donc, c'est ça qu'on va vous développer, sachant qu'après, le texte est lu par des comités de lecture, il est choisi, il a des bourses, il est monté, et que, vous vous en doutez, ce n'est pas le cas de tous les textes. Donc, il y a beaucoup de textes dans des tiroirs encore à découvrir. Et donc, je vais donner la parole à Dominique, qui est autrice, et qui va nous expliquer un peu comment elle écrit, et pourquoi elle écrit, et dans quelles conditions. Bonjour à toutes et à tous. Je vais un peu parler de moi, mais surtout je vais essayer de typologiser les différents types d'écriture. C'est vrai que l'autofiction a gagné l'écriture théâtrale, et pour avoir siégé 6 ans à Arsena, à la commission dramatique, dans les notes d'intention, nous trouvons, c'est anonyme, et nous trouvons des notes d'intention qui précisent: ce texte est né d'une nécessité, d'un événement, et j'en ai besoin comme catharsis, c'est-à-dire comme purgation, pour me libérer, par exemple, des fantômes. Ça va? Vous avez besoin de ça? Enregistré. D'autre part, il y a des textes qui émanent. Alors moi, je suis surréaliste depuis ma naissance, et donc il y a des textes qui émanent du rêve ou qui émanent d'états de conscience altérés, où vous avez soudain des formes qui se dessinent, et qui adviennent, des paroles qui vous viennent. Donc j'ai écrit, moi, un texte pour les 5 ans au mois d'octobre, qui est venu dans un demi-sommeil sur le fait que les enfants de 3-4 ans refusent de marcher parce que ça les fatigue. C'est un phénomène social, ils passent leur temps sur les parents. Donc ça s'appelle « Quitter les poulpes ». Vous comprenez pourquoi. Donc une émanation onirique ou de conscience altérée. Vous avez les injonctions et les contraintes que vous pouvez vous donner. Je vais écrire un texte qui va parler de telle chose. Alors ça, ce sont des contraintes qui soient oulipo ou pas, mais qui émanent de vous, de votre propre volonté, en tout cas de manière consciente, peut-être inconsciente. Ensuite, vous êtes traversé par des événements. Vous les vivez, vous en êtes témoin. Et à Arsena, toujours, on a constaté, par exemple, qu'il y a quelques années, il y avait énormément de pièces sur la migration. À partir de 2015, énormément de textes sur la migration. Puis ensuite, la psychologie générationnelle, c'est-à-dire d'où viennent les traumas du grand-père, de l'arrière-grand-mère ou des événements qu'ils ont vécus. Et puis maintenant, depuis MeToo, nous avons vu beaucoup de textes où les personnes racontent des incestes dans la famille ou de la pédocriminalité, que ce soit dans les milieux catholiques ou les milieux scolaires. Donc il y a tous ces événements qui nous traversent, parce qu'évidemment, d'une manière peut-être brutale, je dirais que les auteurs sont des charognards. Ils se servent de tout ce que vous pouvez vivre, dire. Pour l'exemple, un jour, une élève de terminale me dit « Moi, mon père a quitté ma mère et je suis restée 6 mois dans le couloir à l'attendre. » Et hop, ça a donné une pièce sur l'attente de cet enfant. Ça va, j'ai respecté mon temps de parole. C'est parfait.
voilà, l'écriture qui naît chez une autrice. Ensuite, on a comme le dit d'ailleurs Dominique, des écritures qui relèvent d'une nécessité. Ça rejoint ce que disait Dominique, c'est Piste que vous avez vu hier soir. Ensuite, on a des écritures qui partent d'une collaboration avec le public. Et donc, Inti et Perrine de la Minoterie vont nous parler d'une expérience, d'une écriture qui est sortie suite à une résidence d'autrice à la Minoterie. Oui, effectivement, nous, on voulait vous présenter des pièces qui ont été écrites au contact du public, et en l'occurrence à la Minoterie, beaucoup au contact d'enfants et d'adolescents et adolescentes. On a un peu triché, mais on va être courte quand même. On en présente plusieurs. La première, c'est vraiment une commande d'écriture telle qu'elle existe ailleurs. Donc une autrice qui a écrit pour la troupe ado de théâtre ado de la Minoterie une pièce avec une contrainte. On participait à un festival lancé par la Maison Théâtre à Strasbourg, qui est une maison d'édition. Et une fois que le texte a été écrit, suite à des rencontres, des allers-retours avec notre troupe ado de la Minoterie, il a été publié dans la collection de la Maison Théâtre à Strasbourg, et il existe en vente dans les librairies. Et il fait partie de toute une collection. Donc voilà, c'est une première expérience qui a abouti à une édition d'un texte qui a été écrit au contact d'adolescents et d'adolescentes qui pratiquent le théâtre à la Minoterie. Et après, c'est là où on a fait un petit pas de côté, parce que ça, c'est de l'auto-édition. On a eu des ateliers d'écriture qui ont mené à des publications en auto-édition, en partant de terrain. J'en présente deux qui ont deux formes différentes, qui ont été menées par la Multiple, qui est une compagnie de théâtre ici à Dijon. La première, c'est vraiment une récolte de paroles les paroles sont ensuite publiées telles quelles, et elles ont été montées par la metteuse en scène avec la troupe de théâtre adolescent et ado. Et là, l'autrice a travaillé avec un poète aussi, Emmanuel Campo, avant la publication, et les textes sont ceux des jeunes retravaillés avec l'auteur-autrice. Et ça, pour l'artiste, ça a plutôt nourri son travail de création par ailleurs, puisqu'elle fait des spectacles qui s'adressent à l'adolescence. Et dans ce deuxième projet, aussi mené avec la Multiple, là, cette fois, des adolescentes à l'hôpital à la Chartreuse ont écrit des textes qui ont été un peu retravaillés par un auteur qui s'appelle Antonio Carmona. Et il y a eu aussi une mise en scène amateur. Donc là, cette fois, on a plutôt des paroles qui nourrissent la pratique et qui font remonter du terrain des choses qui vont nourrir d'autres écritures, cette fois plus professionnelles, avec des artistes. Et cette troisième... Alors lui, il n'a pas du tout été joué. Il a juste été en fait inspiré d'écriture d'enfants. Et l'autrice en fait s'est inspirée de ce sujet-là. Elle a questionné les enfants et ensuite elle a écrit ce texte dans le cadre d'une résidence d'action culturelle. Mais ce texte n'a pas été monté et il a vraiment juste... elle s'est vraiment inspirée. C'est pas de l'écriture de la part des enfants, c'est vraiment elle a pris des idées. Parce que ça a commencé à partir de la grande section. Donc en grande section, on n'écrit pas. Donc juste on se nourrit de ce que peuvent dire les enfants à partir d'une thématique pour ensuite écrire. Et elle a écrit ce texte et qu'on a auto-publié en effet. Donc là, vous avez des expériences diverses en puisant, en ayant des collaborateurs à l'écriture finalement. Après, nous avons la commande d'écriture, donc qui peut être passée par un metteur en scène, comme on a eu l'expérience hier, la collaboration de Kevin avec Eugénie sur la bande originale de Nos vies. Donc là c'est vraiment une collaboration entre un auteur et un metteur en scène. On a des commandes ça peut être d'un chef d'établissement qui va faire une commande à un auteur. Un théâtre peut passer commande. Donc on a ces commandes. Alors peut-être Dominique, tu nous parles d'une commande d'un chef d'établissement pour le coup. Oui, il s'agit d'un collège, donc un principal de collège
qui a demandé à Marilyn Mattei d'être en résidence dans ce collège, et elle a écrit une pièce qui s'intitule Seuil, qui est publiée par Théâtre Ouvert, qui a été mise en scène par Pierre Cuc, sur le virilisme. Donc elle a mis avec une seule table une jeune femme qui joue tous les rôles féminins, dont la professeure, et un jeune homme qui joue les élèves successivement, ce thème du virilisme et des rituels virilistes qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire on assiste, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu, moi, qui, en parlant, j'en ai encore des frissons, met en scène un jeune qui est harcelé et qui doit passer par des rituels de solitude en forêt, des épreuves épouvantables, et il va jusqu'à, pour survivre, mouiller son ami d'enfance pour finalement le faire mettre à mort par les camarades. C'est un enjeu formidable, et la pièce donc fait réfléchir sur le masculinisme, sur le virilisme, sur les rituels et sur cette espèce de spirale dans laquelle sont tous les personnages, y compris les professeurs. Et ça vient donc du terrain, ça émane de certains rituels qui, heureusement, ne sont pas allés jusqu'à la mise à mort. Après, nous avons aussi des textes qui sont donc commandés par un théâtre au contact du public. C'est parce qu'il y a une rencontre en amont ou après ou pendant entre un public et un auteur. Donc, Alexandra. Je crois que Claire voulait dire quelque chose. Oui, je voulais juste dire, avant qu'Alexandra parle justement de ce point, dire quelque chose qui est important sur la commande d'écriture et comment nous, au Théâtre Dijon-Bourgogne, on envisage la place des auteurs et des autrices au sein du théâtre. C'est assez singulier, en fait. Bon, un centre dramatique national, j'imagine que vous savez à peu près tous ce que c'est. C'est un théâtre qui est dirigé par un artiste, metteur ou metteuse en scène, et c'est un outil de partage au sein duquel, en fait, nos missions, en dehors de ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler sur l'action artistique et culturelle, sur la formation, c'est aussi et surtout la production d'œuvres nouvelles. Et quand Maëlle Poésie est arrivée à la direction du Centre dramatique national, c'était important pour nous de mettre au centre les auteurs et les autrices. Et c'est une discussion qu'on a eue assez nourrie avec Kevin Keiss, qui en est un des représentants. Pour nous, en fait, souvent, les auteurs et les autrices qui sont associés à un lieu, ils sont associés à ce lieu-là dans un objectif de produire un texte par rapport à une thématique qui est demandée par la direction du théâtre ou par un metteur en scène ou par un chef d'établissement, mais qui n'émane pas de leur désir et de leur nécessité, ce que tu évoquais tout à l'heure, Dominique, profonde de l'endroit où ils en sont dans leur travail, de ce qu'ils ont envie de produire. Alors que les metteurs et les metteuses en scène qui vont venir au Centre dramatique national et qui vont être invités et dont on va financer en fait de tout ou partie les créations, eux, ils arrivent avec un projet en nous disant, bah voilà, par exemple, Eugénie, que vous avez rencontrée hier, elle est arrivée avec Kevin en disant, nous, on a envie de traiter de ce sujet-là, et donc aidez-nous à monter ce projet. Et il n'y a pas le théâtre et la direction n'impactent pas sur le choix du projet qui va être porté à la scène. Et pour nous, c'était important et vraiment nécessaire de réfléchir aussi à la place des auteurs et des autrices de ce point de vue-là. C'est-à-dire de ne pas leur dire, bon voilà, vous venez et vous allez faire le énième projet avec les gens de la politique de la ville, aller à tel endroit, travailler, je sais pas, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on pourrait se dire, je sais pas, travailler avec les vignerons pour savoir ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans leur vie, parce que c'est important pour nous, parce que le public de Dijon pourrait être impacté et avoir une appétence pour ces questions-là. L'idée, c'est vraiment de renverser la chose et de se dire, voilà, avec quoi vous arrivez, quelles sont vos nécessités du moment, quelles sont vos envies, et comment nous, Centre dramatique national, on met de l'argent à votre disposition,
qui s'appelle effectivement commande d'écriture, mais en fait, on passe pas une commande avec un cahier des charges précis, mais juste de dire, voilà, de quoi tu as besoin, tu as de l'argent, tu peux venir écrire ici, on te finance ton écriture, si tu as besoin de rencontrer des gens, tu peux les rencontrer, si tu as besoin d'aller nourrir ton écriture en faisant des ateliers d'écriture ou en allant faire du collectage, et ben nous, on a un système d'organisation et d'équipe au sein du théâtre pour pouvoir faire ça. Et donc, vas-y. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse avant que tu parles du reste. Pour illustrer ce que dit Claire, moi j'avais envie de vous parler de David Geselson. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ou lu son travail. Et c'est précisément ce que raconte Claire, c'est-à-dire que David Geselson, il est artiste associé ici au Théâtre Dijon-Bourgogne. Et il est arrivé en nous disant, voilà, moi j'ai inventé quelque chose qui s'appelle les lettres non écrites. Et les lettres non écrites, ça consiste à rencontrer des habitants. Donc ça, c'est encore hyper intéressant du côté relations publiques parce que ça permet de visibiliser les auteurs, de dire il y a des auteurs aujourd'hui, ils sont là, ils écrivent. Et donc, on faisait appel à des personnes volontaires qui souhaitaient confier quelque chose à cet auteur. Et cet auteur retranscrivait, écrivait une lettre qui rapportait ce que lui confiait la personne volontaire. Et comme ça, on a pu collecter un certain nombre de lettres. Kevin a fait partie des lettres non écrites. Et donc, il y avait des artistes associés. Et ça a donné lieu ensuite à une restitution pendant le festival Théâtre en Mai. Et il y a même eu 2 restitutions. Et c'est dire en fait que l'écriture, elle peut aussi être nourrie de rencontres. La matière première, c'est aussi les histoires de vie de ceux qui veulent bien les confier. Et ça, c'est riche pour les auteurs, évidemment, mais je pense que c'est aussi riche pour ceux qui participent à ces projets et pour les théâtres qui les portent, parce que ça permet de rencontrer aussi différemment les participants et les personnes qui viennent dans nos lieux, et ça crée une autre relation. Et ça, je pense que c'est vraiment très précieux. Donc, il y a ce premier exemple-là dont j'avais envie de vous parler, et le deuxième qui sera une transition, je pense, vers la deuxième partie, Laure, avec Claire Barabès. Claire Barabès, elle est également autrice associée ici au Théâtre Dijon-Bourgogne. Si vous fréquentez un peu le lieu, vous avez pu la voir au karaoké des autoristes ou au bal littéraire pendant Théâtre en Mai. Claire, il y a eu une commande dans le cadre d'un dispositif de la DGCA pour lequel on a proposé à Claire de venir en résidence ici au TDB. La difficulté des résidences, quelque part, c'est que le public ne sait pas que ça existe, en fait. Donc, il faut aussi les visibiliser, ces choses-là, et dire, en fait, nous, on a une autrice qui est dans notre maison, qui est en train d'écrire. Et donc, du coup, d'essayer, sur le long cours, de donner la possibilité au public de se rendre compte qu'est-ce que ça donne finalement une résidence d'écriture. Et avec Claire, on a pu donc lui mettre à disposition du temps, des moyens pour qu'elle puisse faire cette résidence-là, qu'elle écrive un texte qui s'appelle « Entre sans foutre et en crevé ». Et il y a 2 ans, on a confié aux élèves du conservatoire de la ville de Dijon une mise en voix de ce texte, qui était la première mise en voix, même pour Claire, en fait, qui l'entendait pour la première fois. Et donc ça nous permettait aussi de faire des croisements entre les publics avec lesquels on collabore et les publics qu'on accueille. Ça, c'était la première démarche. Et la deuxième démarche, c'était dans le cadre de notre semaine des écritures contemporaines. Au mois de décembre, chaque année, on invente une semaine dédiée à la question. Et cette année, il y avait à nouveau, mais j'ai envie de dire à une ampleur supplémentaire, le texte Entre s'en foutre et en crever, qui était lu par une compagnie qui va mettre en scène ce spectacle. C'est dans une mise en scène de Anne Montfort. Et donc, le public pouvait découvrir cette lecture des artistes qui vont porter sur scène ce texte-là. Et en fait, en passant par toutes ces étapes, on se rend compte qu'en fait, une commande d'écriture, ce que c'est et jusqu'où ça mène. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est d'autant plus intéressant pour le public de réaliser le temps que ça prend. C'est-à-dire que là, si les mêmes spectateurs ont entendu la lecture des élèves du conservatoire, puis la lecture avec les comédiens qui vont interpréter la pièce, puis qui verront la pièce, il sera passé 3 ans quasiment. Il y a 5. Allez, qui dit mieux?
Voilà, donc c'est un travail qui est en devenir et non un texte abouti que vous trouvez en librairie. Vous le trouverez en librairie dans 7 ans. À propos des résidences d'écriture, à la Minoterie, vous en faites aussi. Vous pouvez nous en parler ? Oui, du coup, juste revenir, mais on l'a un peu vécu ensemble ce matin. À la Minoterie, on est donc un lieu de diffusion de spectacles terminé, mais c'est pas du tout notre mission principale. Notre première mission, c'est d'accueillir des compagnies en résidence. On en accueille à peu près plus d'une dizaine par an. Ouais, entre 10 et 12. Et parce que certaines se font à la Minoterie, d'autres se font aussi en établissement scolaire notamment, mais pas que. On pourrait en avoir par exemple dans le médico-social. Tout ça pour dire que sur ces résidences-là, depuis le nouveau projet, l'arrivée de la nouvelle directrice, la nouvelle direction, on en a 2 qui sont spécifiquement consacrées à des résidences d'écriture. Donc là, ça veut dire accueillir des artistes qui sont au moment de l'écriture de leur spectacle, que ce soit une écriture textuelle ou plateau. Alors si on va au plateau, on peut en inclure plus, parce qu'on l'a vu ce matin, certains projets continuent de s'écrire au plateau. Mais on en a 2 qui sont spécifiquement sur cette première partie en fait, de la création d'un spectacle. Et on œuvre à faire connaître ce qu'est une résidence et du coup ce que peut être une résidence d'écriture auprès de nos publics qui sont très variés dans différentes générations aussi, parce que ça rebondit un peu sur ce que tu disais, c'est pas forcément le processus de création, c'est pas forcément ce qui est le plus connu quand on travaille pas dans l'univers de la création et du spectacle. Et voilà, on trouve qu'à cet endroit-là, en accueillant des résidences et en faisant le travail d'en parler, on permet de se rendre compte que la création est très vivace, et d'ailleurs que les auteurs-autrices, on en a parlé, sont vivants pour grand nombre d'entre elles et eux, ce qui est parfois, pour revenir sur la spécificité un peu jeune public, et ce qui est parfois un peu surprenant pour certains de nos publics enfants et adolescents. Oui, c'est-à-dire que l'étape 1, ce qu'on disait, c'est comment ça naît et comment à chacune à nos endroits, on accompagne la naissance de textes. Et après, la question effectivement de comment on arrive à promouvoir ces écritures. Et donc, comme vous l'avez compris, au Centre dramatique, on a une attention particulière aux écritures contemporaines, puisque d'ailleurs, c'est un centre dramatique dans lequel on a choisi de ne pas programmer de classiques. Il peut y avoir des classiques revisités, on en reparlera tout à l'heure, mais en tous les cas, il y a toujours un endroit où en fait il y a une nouvelle écriture qui va venir se greffer au projet. Et aussi, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que d'accompagner l'écriture qui a un temps de travail et où il y a une nécessité de rémunération de ce temps de travail, parce que c'est un métier d'être auteur et autrice, pour nous, c'est une dimension importante. Et après, il y a effectivement comment on accompagne la visibilité de ces œuvres et de ces auteurs et ces autrices qui sont souvent cachés, parce que qui vont pas forcément saluer le soir des premières quand le spectacle est créé. Et donc on a inventé 2 événements dans l'année dont Alexandra a parlé. Donc le premier événement, ça s'appelle la Semaine des écritures contemporaines. Ça a lieu au mois de décembre. C'est un projet qui dure sur la semaine et où l'idée, c'est que les écritures contemporaines soient présentes à plein d'endroits différents. Donc, il va y avoir des masterclass d'écriture, il va y avoir des temps de lecture partagés avec une compagnie de la région qui a pour mission de promouvoir les écritures contemporaines, qui s'appelle Les Lundis en coulisses, et qui apporte des textes à partager avec les gens qui veulent bien se prêter au jeu de les lire. Un travail avec le conservatoire de Dijon, qui va mettre en voie des textes qui sont choisis par Kevin Keiss, qui est auteur-dramaturge associé au projet de la direction. Et aussi, en fait, un temps qui est très important, c'est un temps d'échange entre auteurs et autrices, parce que c'est un moment... j'imagine, je me retourne vers vous deux, mais c'est quand même des moments où, c'est des métiers qui peuvent être très solitaires, et c'est aussi donner la possibilité à plusieurs autoristes de se rencontrer, de partager, d'échanger sur leur expérience et de se donner un thème commun
et en travaillant sur ce thème commun, pouvoir en rendre compte après de manière publique et que les textes qu'ils ont produits puissent être rendus visibles et lus par eux, ce qui leur arrive quand même quasiment jamais. Enfin, et aussi, donc, la dernière chose de cette semaine-là, enfin, le dernier événement, c'est effectivement essayer de... Les commandes qu'on a pu passer en amont, qu'elles soient visibles et entendues, soit par les élèves du conservatoire, mais aussi dans des moments plus professionnels avec des comédiens et des comédiennes professionnelles, dans le but aussi de permettre les montages de production. Parce que je ne vais pas vous embêter avec ça, mais accompagner les écritures contemporaines, Laure et moi, on a fait ça pendant des années, moi avant d'être ici, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir des directeurs et des directrices de théâtre en leur disant on va monter un texte qui n'est pas connu, qui n'existe pas encore, d'un auteur plus ou moins déjà installé et reconnu dans la profession. Ça demande énormément de temps par rapport à on va monter un Molière que tout le monde connaît, quand bien même on le monte d'une manière un peu différente. Donc voilà, il y a tout ce chemin aussi d'accompagnement et de soutien des écritures contemporaines et de rendre audible en fait ce qui est en train de se faire en souterrain de manière cachée. Donc en fait, vous avez une mission, c'est vous, en tout cas je m'adresse à ceux qui ont des élèves, c'est si vous arrivez à éveiller leur curiosité, nous en tant que producteurs, on aura beaucoup plus de facilité dans 20 ans à motiver les producteurs puisqu'ils connaîtront les enjeux des écritures contemporaines et ils sauront que quand on leur dit on va monter un spectacle dont on n'a pas le titre, dont on ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais ça va être super, comme vous leur aurez aiguisé leur curiosité, ce sera plus facile pour nous. Et juste une dernière chose, pardon, donc le deuxième événement qu'on a pendant l'année, c'est dans le cadre du festival, le festival Théâtre en mai, pour montrer que les écritures contemporaines, c'est pas ça peut être festif et ça peut être partagé et c'est pas forcément chiant. Voilà, on crée des événements. Chaque année, en fait, Kevin invente un nouveau dispositif. Donc, on a fait le karaoké des autoristes, on a fait le bal littéraire. Voilà. Donc, chaque année, en fait, on crée pendant le festival un moment tourné autour des écritures contemporaines où on invite le public à chanter, danser, rire, s'émerveiller avec nous. Voilà. Et Claire, est-ce que tu peux aussi parce que là, on a parlé donc des événements... des temps forts, on va dire, autour des écritures contemporaines. Comment se passe ta démarche de programmation du reste du temps ? Alors, donc, le Centre dramatique national de Dijon est exclusivement tourné vers les écritures contemporaines, mais on entend par écriture contemporaine pas seulement des textes théâtraux, au sens dramaturgie théâtrale, mais aussi on essaye d'ouvrir à d'autres formes d'écriture contemporaine qui vont être plus du théâtre de l'évocation ou ce qu'on appelle aussi pluridisciplinaire. Donc voilà, on invite... on va inviter des projets, par exemple, qui vont être des projets de cirque ou des projets qui vont mêler du théâtre et de la musique ou du théâtre et de la danse. C'est-à-dire d'être à la croisée aussi de plusieurs disciplines et sur l'interdisciplinarité qui est créée. C'est aussi une forme d'écriture contemporaine et de forme nouvelle qu'on essaye de réinventer et de réinterroger. Et ça, je pensais aux conversations qu'on a eues hier, quand vous avez un public qui est non francophone ou qui a des difficultés à lire, à s'exprimer. Vous avez toute une partie de la création de la création de spectacles contemporains qui ne passe pas forcément par l'écriture. C'est-à-dire que vous avez découvert avec les marionnettes, il peut aussi y avoir des marionnettes avec du texte ou sans texte. Le cirque, c'est pareil. Donc voilà, je vous invite à entendre écriture contemporaine par aussi des spectacles qui ne sont pas textuels. On va demander à Dominique de nous évoquer
une médiation qu'elle fait pour rendre accessibles les textes, qui sont les ateliers philo. Les cafés philo, pour le rappeler sur le plan historique, ont été introduits en France parce qu'ils existaient en Europe du Nord en 1992 par Marc Sauté, qui a ouvert les cafés philo à 11h du matin au Café des Phares, place de la Bastille, un lieu emblématique et symbolique. Et avec son association, il avait mis aussi en place des conférences philo, des marches philo, des résidences philo. Bon, il a disparu trop tôt, mais son action s'est ouverte et ça a continué, à la fois en milieu scolaire, universitaire, de la maternelle à l'université, mais aussi, moi je dis, je fais des cafés philo de la maternelle à l'EHPAD, en prison, dans des maisons sociales, dans des CCAS, enfin bon. Je ne sais pas si vous savez comment se passe une discussion philo. Bon, d'abord, il faut quelqu'un de compétent. C'est-à-dire que, bah oui, moi je suis docteur en philo et en esthétique. Il ne suffit pas d'aimer la philosophie. Je précise, si vous voulez vous faire opérer de l'appendice, choisissez plutôt un chirurgien que quelqu'un qui aime la chirurgie. Et parce qu'il y a des gens qui font des discussions philo en classe et qui n'ont pas vraiment de compétences. Ou alors, si vous voulez vous former, il y a à l'Université de Nantes une formation dirigée par Edwige Chirouter qui a la chaire de philosophie de l'enfant à l'UNESCO. Elle est formidable, vous pouvez y aller de confiance, ou lire les ouvrages de Nathalie Prince sur le sujet. Ce sont des gens extrêmement compétents. Juste pour compléter, en fait, sur le local, on a le Cri de la Plume, justement, qui est formé. Ils ont fait un master. Et ce master, je crois, à Nantes, donc le Cri de la Plume anime des débats philosophiques et nous, on utilise beaucoup ça après les spectacles pour justement prolonger la parole. Et quand on a de l'écriture, justement, essayer de étoffer un petit peu ce qui a pu se dire et voir ce qui a été compris ou pas des sujets contemporains. Donc juste je fais un peu de pub, mais en tout cas, il y a le Cri de la Plume qui est formé et qui peut animer ce type de débat, si en effet vous n'êtes pas au point. Donc, à partir d'un ou plusieurs spectacles, la structure, le théâtre ou la ville ou la communauté de communes, d'ailleurs, instaure une série de discussions philosophiques à partir d'un ou plusieurs spectacles sur une séance ou deux ou plusieurs. C'est-à-dire que parfois, ça peut durer toute l'année. Ça dépend des politiques culturelles de chaque structure. Avec la structure culturelle, nous choisissons le sujet, la thématique, en fonction des textes. C'est-à-dire, par exemple, moi, je reçois les textes, si je n'ai pas vu le spectacle, je reçois le dossier de presse et les textes des spectacles. Et avec les professeurs ou avec les structures, nous choisissons les thématiques. Je vous en donne quelques-unes. Autour de « Oh boy », qui suis-je moi qui suis différent des autres ? Autour de « Comment moi je suis-je un être humain ou une marionnette ? Est-ce que mes pensées sont à moi ? La différence sexuelle autour de Catherine Zambon, qu'est-ce qu'un garçon, qu'est-ce qu'une fille. Sur les rapports enfants-adultes, il n'y a pas de grande personne. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'une mère idéale ? Peut-on croire les parents sur parole ? Sur la consolation, le traître, comment supporter la trahison de ses amis ? Pour Philippe Dorin, sœur je ne sais pas quoi frère, pourquoi est-il nécessaire d'avoir des secrets ? Jusqu'à la métaphysique avec Kant de Jon Fosse. Comment le monde est si grand et moi si petit, comment ne pas avoir peur ? Et avec les ados, eh bien, héros, héroïne, nécessaire ou superflu, qu'est-ce que le fanatisme à partir de Brest, de Verlaguet, monté par Borona, etc. Ça se passe dans la salle de classe ou au CDI, en rond ou en frontal. Ça dépend si on a le temps de bouger la classe. C'est très technique, mais c'est important. Et alors, le problème, c'est quand les enfants sont installés par 4. Alors ça, c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas qui parle et il y a beaucoup de tumulte. Enfin bon, on y arrive quand même, mais c'est moins démocratique parce qu'il n'y a pas d'isonomie ou de frontalité. Ensuite, contextualisation de la question et problématisation. Nous définissons tous les termes de la question. Ça prend un certain temps. Et chacun a la parole comme il le souhaite en demandant la parole, bien sûr, et s'exprime en faisant des phrases, et non pas comme un automate qui vend des billets. Donc ça, j'insiste, pas de liste de courses. La pensée humaine se développe dans n'importe quelle langue selon la grammaire et la morphologie de la langue. Donc on parle
dans les limites de la loi, bien sûr, et on s'écoute, ce n'est pas un débat sur BFM TV, on ne vend pas de livres. On ne s'interrompt pas non plus, c'est triangulé toujours. Moi, mon rôle est de recentrer, de reproblématiser, de donner des pistes aux éducateurs qui sont là, des références éventuellement, de reposer des questions pour avancer dans la réflexion et d'approfondir. Et quelquefois, personnellement, en tout cas, je suis assez provocatrice pour les mettre en face de leurs contradictions ou de la faiblesse, entre guillemets, de leur raisonnement, mais qui va s'avérer très profond si je les provoque. Ensuite, première partie factuelle, deuxième partie antithèse, troisième partie opérative. Il ne suffit pas de se contenter de parler, il faut un aspect opératif, c'est-à-dire que faisons-nous de cette question dans la vie quotidienne et au-delà, dans la société, y compris dans la classe, à la maison et au-delà. Et ensuite, je fais une conclusion récapitulative qui permet de revisiter en mémoire le chemin parcouru, ce qui fait qu'ensuite, le professeur peut s'en servir. L'enfant peut continuer à en parler avec ses parents, avec les camarades, etc. Libre à eux, éducateurs, éducatrices, parents, de prolonger la discussion. J'imagine que ça vous a donné envie. Donc, il faut participer pour après les mettre en pratique dans vos classes avec vos publics. Donc là, on parlait des textes, de leur exploitation finalement par thème un peu. C'est-à-dire c'est parce que ces auteurs, autrices ont choisi de traiter tel et tel thème qu'on peut en découler des ateliers philo, par exemple. Comment, Sandrine, comment l'éducation nationale s'en empare ? C'est toujours un problème quand on commence à parler de l'éducation nationale, donc parlons-en. Alors, si on veut repartir sur les thèmes, il me semble qu'on peut facilement y arriver par le biais que tu ouvrais, par le domaine des nouveaux programmes, en particulier en sciences humaines. Donc cette discipline qui est partagée entre la littérature et la philosophie, et qui est construite selon un certain nombre de thématiques. La connaissance de soi, la science, par exemple. Et donc, il y a pratiquement toujours un angle de sciences humaines, de LSH, qui puisse correspondre au spectacle. Voilà. Donc, par ce biais-là, il me semble que les élèves de première et de terminale sont vraiment facilement intéressés par ces manières modernes, contemporaines, de traiter des enjeux qui leur sont soumis à l'examen sous une forme d'épreuve, par ailleurs, qui leur permet, au-delà de l'explication d'un texte ou d'une réflexion de type dissertatif, d'élargir à des exemples très divers. Et là encore, l'originalité, la pertinence d'une analyse sera évidemment quelque chose de tout à fait important. C'est plus difficile pour les autres classes, c'est-à-dire pour les élèves de seconde, de première en lycée, ou pour les élèves de collège, puisque les textes très contemporains, enfin ce qu'on appelle maintenant hyper contemporains pour les distinguer des autres, ne sont jamais dans les programmes officiellement. En revanche, ils peuvent apparaître dans les programmes d'accompagnement, c'est-à-dire non pas en tant qu'œuvre donnant nécessairement lieu à une étude. Par exemple, pour le bac, il serait difficile de proposer un texte hyper contemporain pour l'oral. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous le font. Moi, je sais que mes collègues s'y risquent rarement. En revanche, tout ce qui est lecture complémentaire, élargissement, on peut jouer sur ces allers-retours entre le classique et le contemporain pour offrir précisément des élargissements. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je travaille, en essayant de proposer dans les documents d'accompagnement au spectacle soit des références textuelles de base autour des thématiques abordées, soit, donc dans ce sens-là, soit de fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir, par exemple pour Macbeth, de textes plus classiques, là, dans ce cas-là, d'aller du texte classique connu, ou pour les grands sensibles, par exemple, de partir du texte shakespearien,
pour montrer comment ce travail peut donner lieu à une réécriture et comment il fait encore écho à des problématiques contemporaines. Voilà. Mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'on s'y intéresse, mais il n'y a pas vraiment de théorie pédagogique autour de comment travailler sur les textes contemporains. Et ça, c'est un manque. Voilà. Il y a encore des travaux à faire pour les amateurs des sciences de l'éducation qui aimeraient travailler là-dessus. À mon avis, il y a bien des choses à chercher. Les deux ouvrages de Marie Bernanos pour le théâtre jeunesse peuvent être utilisés. Donc là, on est parti sur une approche thématique, on va dire, de texte. On a aussi une approche plus esthétique qui est un outil pour les relations publiques. Et Alexandra va nous en parler en reprenant le Macbeth du Monstrum. Oui, tout à fait. Parce que, juste pour resituer un tout petit peu, comme l'a dit Claire tout à l'heure, un centre dramatique, c'est dirigé par un ou une artiste. C'est une nécessité. Et donc, cet artiste est nommé sur la base d'un projet artistique. Et pour ceux qui fréquentaient le lieu avant que Maëlle arrive, l'artiste qui dirigeait ce lieu s'appelait Benoît Lambert. Et Benoît Lambert, il programmait des classiques. Et quand Maëlle est arrivée et a mis au cœur du projet les écritures contemporaines, je vais être honnête, et on a eu beaucoup de questions. La première étant, est-ce qu'il va y avoir des classiques quand même ? Bon, donc on a expliqué, ça a été non. Et la deuxième, ça a été, mais du coup, comment est-ce que je peux m'emparer de ces écritures contemporaines et comment je peux les faire découvrir ? Parce que il y a aussi, c'est ce que disait Sandrine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle pour les enseignants, mais pas que, mais quand on n'est pas forcément outillé avec des textes qu'on n'a pas l'habitude de travailler, on peut se sentir un peu dépouillé d'amener ses élèves, parce que s'ils nous posent des questions, on peut avoir peur de ne pas savoir y répondre, ce genre de choses. Et donc, nous, je parle de l'équipe des relations avec le public, ce qu'on s'est dit aussi, c'était qu'on pouvait travailler par entrée esthétique. C'est-à-dire qu'il y a des esthétiques qui sont aussi des très bonnes pistes pour s'approprier et pour découvrir les écritures contemporaines. Je vais prendre l'exemple de Macbeth, par exemple. Déjà, juste quand vous voyez l'orthographe, vous comprenez que ça ne va pas être tout à fait ce à quoi on peut s'attendre. Mais en même temps, quand on creuse un peu, on apprend qu'il y a à peu près 40% du texte de Shakespeare, donc ce qui veut dire que c'est pas du tout la moitié, mais c'est pas grave, ça s'appelle une transition pour les gens qu'on accompagne. Et en même temps, là, on leur fait découvrir des esthétiques qui sont fortes. Le travail du Monstrum Théâtre, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle une plongée dans un univers. Enfin, vraiment, il y a un travail sur les masques qui est incroyable et qui est très fort. C'est une compagnie qui a une grande physicalité dans ce qu'elle propose. Et donc, nous, c'est aussi ces entrées-là qu'on va proposer aux enseignants, mais pas que, parce qu'on travaille avec des associations, tout ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les relais, en disant, mais voilà, si vous voulez voir quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de voir, mais qu'en même temps, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose que vous connaissez peut-être un peu mieux, typiquement Macbeth, ça peut être une première porte. Et je pense que c'est comme tout, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Franchir la porte d'un théâtre, c'est compliqué, on le dit toujours, désacraliser tout ça. Et c'est un peu désacraliser les écritures contemporaines pour se rendre compte qu'en fait, ça se passe très bien. Et que si on a eu une bonne première expérience, après, on est un peu plus... on se sent un peu plus outillé pour aller et pour amener ses élèves. Et de fait, aujourd'hui, et je remercie parce qu'il y a des enseignants qui sont là, mais pas que, nos salles, elles sont fréquentées par les enseignants qui se sont emparés de ces questions-là. Et c'est super de faire découvrir les écritures contemporaines comme ça aussi via des entrées esthétiques. Et à un moment donné, on peut aussi aller voir des écritures contemporaines où il n'y a pas d'esthétique particulière, mais on y va pour le texte qui est dit, et ça, c'est super. Ou aussi pour les thématiques qui sont abordées, parce que effectivement, des classiques, quand on parle par exemple des grands sensibles d'Elsa Grana qu'on a reçu, qui part en fait de la trame de départ, c'est tous les enfants des textes de Shakespeare, mais comment c'est remis au goût du jour et comment ça résonne aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, sur lequel on travaille beaucoup. Mais il y a aussi, dans les écritures contemporaines, il y a aussi le fait de rendre compte de ce qu'est notre société aujourd'hui. C'est ce que tu abordais tout à l'heure par rapport à des obsessions, par rapport à des nécessités et même l'évolution des écritures par rapport
à l'évolution de notre société qui sont sans arrêt renouvelées et réinterrogées, ces écritures-là, en fait, pour nous, en tous les cas, quand le projet a été fait de candidature au Centre dramatique, effectivement, donc du coup, c'est un projet qui est construit et qui est très clairement défini. Pour nous, le fait de rendre compte du monde dans lequel on vit était quelque chose d'important et qui est aussi une représentativité aussi bien des corps que des sujets sociétaux sur les plateaux. Ça fait partie, quand tout à l'heure tu me disais comment tu programmes, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on est très attentive avec Maëlle. Qui sommes donc c'est Barreau d'Evel, donc c'est une compagnie qui est installée à Toulouse, franco-espagnole. C'est des artistes qui viennent des arts du cirque, qui sont des bidouilleurs, moi je dirais, un peu. Voilà, qui sont aussi bien des circassiens que des musiciens, des chanteurs, poètes, et aussi artisans d'art. Et qui amène sur le plateau. Là, il n'y a pas de parole dans Qui sommes. Et c'est vraiment c'est un tableau humain qui se déplie devant nous. Avec une part très importante plastique, puisque il crée des poteries en temps réel et il y a tout un travail avec la terre qui est réalisé en direct. Voilà, et ça, typiquement, ça fait partie des projets. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on réfléchit à des écritures plurielles et qui ne sont pas exclusivement textuelles. Pardon, c'est un peu du jargon de théâtreuse que je suis en train de dire, mais voilà, où il n'y a pas du texte comme point central. Barreau d'Evel, ça en fait vraiment partie. Avec aussi tout un travail d'accompagnement du public et de moments festifs, de réunions, de rencontres. Voilà, ça finit par un grand concert où tout le monde est invité à danser. Voilà, c'est aussi ça, le côté festif et le côté participatif que peuvent avoir les écritures contemporaines. Sandrine. Mais je pense que c'est probablement ça aussi qui déstabilise peut-être un certain nombre d'enseignants de lettres, parce que les enseignants de lettres, c'est des gens qui ont l'habitude du texte, et que dès qu'il n'y a plus de texte, c'est un problème pour nous. Alors, tu l'as dit, parce qu'il y a effectivement des représentations et des écritures théâtrales qui ne reposent pas sur le texte, ou qui reposent sur un texte incompréhensible, des sabires, comme on en parlait avec Kevin hier, par exemple. Mais pas uniquement. Avec Alexandra, on a été confrontés à cette difficulté-là aussi. Les collègues, parce que c'est contemporain, parce que les textes, les spectacles ne sont pas encore montés, ont du mal à comprendre qu'on ne peut pas leur parler d'une création quand elle n'a pas encore été créée, et que jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir des changements, et qu'on peut avoir dit aux collègues « Ah, vous allez voir, ça parle de ça, et c'est construit comme ça », et de se rendre compte le jour de la première que c'est plus du tout construit comme ça, et que ça parle un peu d'autre chose. Et il arrive qu'on ait des réactions un peu étonnées des collègues. Ils disent « Ah, mais moi, j'ai préparé mes élèves en leur disant que… » Et en fait, c'est pas ça. Et je pense que c'est pas forcément facile pour nous d'accepter d'être déstabilisés, d'accepter que nos élèves le soient aussi, et de leur dire vous faites une expérience, et donc il faut vous ouvrir à cette expérience. Donc voilà, je pense que là aussi on a des blocages ou des habitudes, des pratiques à dépasser. Du coup, moi je pense qu'il y a quelque chose, pour avoir accompagné nombreuses créations depuis une vingtaine d'années, parce que c'est mon cœur de métier, je pense qu'il y a une dimension en fait qui serait peut-être intéressante d'explorer, c'est celle pas tant de quel va être le résultat, mais quel est le processus. Et je trouve que en fait, sur la question des écritures contemporaines, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de quelle est la nécessité de créer, pourquoi on crée, et quels vont être les outils qui sont mis en action pour arriver à un résultat. Mais on ne sait pas quel va être le résultat. Moi, pendant des années, j'ai travaillé avec une metteuse en scène qui est venue l'année dernière, qui s'appelle Jeanne Candel, qui
qui est vraiment à l'endroit du théâtre de l'évocation, qui mélange des arts plastiques, du théâtre. Enfin, elle a une formation de comédienne au conservatoire, mais aussi de musicienne. Et en fait, quand on allait démarcher les directeurs et directrices de lieux pour monter nos productions, on arrivait en disant on ne sait pas. Le point de départ, c'est ça, mais on ne sait pas où on va arriver. Mais en tous les cas, ce qui était intéressant, et l'endroit où en fait on a réussi à faire que ces spectacles ont été visibles, elle a même eu un Molière, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui maintenant est reconnu. C'était on est toujours parti de l'endroit du chemin qu'on allait prendre, mais pas sans savoir. Enfin, le point de départ, on savait d'où on partait. On savait, en gros, si on allait plutôt vers la montagne ou plutôt vers la mer. Mais après, on ne savait pas exactement ce que ça donnerait. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, de s'interroger à cet endroit-là. Donc voilà, vous avez ce que je disais tout à l'heure sur votre travail numéro 1 étant de déguiser la curiosité et nous de satisfaire la curiosité. Perrine, Inti, vous nous parleriez de ce qu'est le parcours de découverte. C'est vraiment en écho avec ce qu'on vient de dire, donc ça va être rapide, mais c'est de dire que à la minoterie, ce qu'on essaye de construire avec les groupes qui le peuvent, c'est des parcours de spectateurs et spectatrices qui sont diversifiés, qui vont voir donc plusieurs esthétiques et qui incluent aussi des sorties de résidence ou répétitions ouvertes. Donc on retombe exactement sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire s'autoriser à aller voir une chose qu'on connaît et une chose qu'on va connaître moins, et en plus en profiter pour découvrir le processus de création, et donc s'habituer en fait à se laisser surprendre. Et voilà, pour accompagner aussi ces parcours-là, nous on peut travailler, on aide, on fait connaître un peu nos métiers de relation avec les publics, mais on aide aussi à comment on revient sur une représentation, ce qui peut permettre de pallier à une préparation difficile, comment on pourra, quand on a été surpris, quand on a été dérouté, et très simplement, très tranquillement, revenir ensemble sur ce qu'on a vu entre adultes et pas que entre enfants et adolescents. Et on avait comme exemple, mais bon, j'ai l'impression que vous avez bien compris le projet de la minoterie maintenant, mais qu'on le fait à la fois auprès d'enfants avec leur famille ou pas, et auprès d'adultes en formation. Ça peut être intéressant, par exemple. Je vais patienter. En tout cas, ce qui est plus simple pour nous aussi, c'est qu'on s'adresse aussi aux maternelles et élémentaires, donc au premier degré. Donc il y a une invention qui est beaucoup plus simple que les collèges et les lycées, qui ont des programmes, et on en parlait là, qui sont hyper définis, où on n'a pas beaucoup de temps pour élargir. Et je pense que, juste vu que j'entends depuis tout à l'heure, je voulais faire la réflexion, je pense que c'est la formation initiale en fait, qui devrait être différente à l'INSPE. Nous, on essaye avec la minoterie d'avoir, je sais, le préac, tout ça, d'ouvrir un peu, mais c'est de l'ordre de 2 heures dans l'année, de 3 heures dans l'année. Et c'est la manière de transmettre finalement qu'on devrait modifier pour que nous, ça facilite aussi notre travail derrière. Donc il y a un grand chantier auprès de l'éducation nationale. Enfin voilà. Et je ne sais plus tout ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est sûr que nous, on a en tout cas aussi cette facilité d'avoir le premier degré, qu'on touche le premier degré. Et on voit que cet endroit-là nous permet de proposer des projets qui sont hyper vastes, hétéroclites, avec plein de sujets, et qu'il y a moins ce renfermement qu'on retrouve après au collège-lycée, où on dit que nous, c'est très difficile de travailler sur des parcours avec justement ces âges-là. Mais pas de leur faute à eux. C'est pas de faute de... Mais pour lever des appréhensions aussi, les enfants qui, dans leur scolarité au premier degré, ont vu plusieurs propositions, vont être moins surpris et peut-être moins déroutés. Donc finalement, ça participe... Tout à fait. Mais ça serait bien qu'ils puissent continuer, qu'on vous laisse la place, en tout cas, de le faire, quoi. Donc voilà, là vous avez eu des exemples, les parcours de spectateurs, les résidences d'auteurs qui sont ouvertes au public. Alexandra va nous parler des bords plateaux, qui sont aussi un moyen de... Oui, je vais aller très vite parce qu'en fait, je me rends compte que vous l'avez vécu ce matin. En fait, c'est de se dire, c'est ce que disait Inti, les auteuristes contemporains sont des gens auxquels on peut faire appel aujourd'hui et qui peuvent être là. Et aujourd'hui, je pense que ce matin, la rencontre avec Penda Diouf, c'était riche de ça, de pouvoir questionner directement la personne qui a écrit le texte et qui s'est dit, ok, je vais le mettre en scène, et de pouvoir avoir ce contact direct. Mais c'est vrai des
des auteurs, comme c'est vrai des comédiens, comme c'est vrai des metteurs en scène, mais je pense qu'on a peut-être un peu moins le réflexe de le faire avec les autoristes parce qu'ils ne tournent pas nécessairement avec les spectacles qu'elles ont écrits. Mais c'est vrai que c'est toujours très riche. Là, certaines d'entre vous sont venus me dire qu'ils avaient vraiment apprécié l'échange de ce matin, qu'il y a une vraie réalité, une vraie sincérité dans cet échange-là. Et je crois qu'il faut profiter pleinement que ces auteurs et ces autrices y soient dans nos lieux pour favoriser la rencontre. Et il y a une deuxième chose qu'on n'a pas dite, mais je profite d'avoir la parole là, c'est les livres. En fait, plusieurs fois, depuis ces 2 jours, on se dit oui, on aurait besoin d'une bibliographie aussi pour se nourrir. Et je crois que si on a déjà lu le texte, certains ont dit, voilà, moi j'ai besoin de lire avant pour pouvoir mieux m'en emparer après. Ben, sachez que donc ici, on a un fonds de livres en partenariat avec la Fleur qui pousse à l'intérieur, avec des livres de théâtre. À la Minoterie aussi, il y a des livres. Enfin, voilà, on est des endroits ressources sur cette question. Si vous avez besoin, on peut aussi être là pour vous à cet endroit. Et je crois que ça aide à s'en emparer des fois d'avoir un livre dans la main avant de commencer. Et pour ceux qui ne sont pas dijonnais, vous avez dans les villes où vous vivez des bibliothèques et des théâtres qui peuvent être des relais. Et puis, il y a le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, donc Arsena, dont je vous parlais, dont on mettra les coordonnées dans la boîte à outils, qui peut vous permettre d'avoir accès à ces ouvrages aussi. Pour finir, avant de conclure, je pense que vous avez maintenant tous envie d'accueillir un auteur ou une autrice dans vos lieux, dans vos structures. Dominique, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe quand un auteur, une autrice vient dans un établissement d'éducation, de santé ? Oui, il faut monter un projet et trouver des financements. Alors, il paraît que le Pass Culture va redémarrer pour 22 millions d'euros à partir de septembre, mais tout le monde va se précipiter, sinon c'était le moyen d'y passer, d'avoir des financements. Alors, vous pouvez encore, si vous êtes dans un lycée agricole, avoir le Pass Culture, ou si vous êtes dans un établissement de la Défense, mais il n'y a peut-être pas ici de représentants de professeurs qui travaillent dans des écoles qui préparent à la défense nationale. Mais là aussi, comme les établissements ne dépendent pas du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale, c'est possible d'avoir du Pass Culture. Alors sinon, les communautés de communes aussi peuvent favoriser la venue d'auteurs et d'autrices dans les classes, et des saisons jeunes publics, des villes, et le CNL. Alors le CNL a plusieurs dispositifs, les masterclass et les résidences. Le problème du CNL, c'est qu'il faut avoir publié. Et ça, pour certains auteurs et autrices, c'est difficile. J'étais déjà venue témoigner à la maison Copeau de ces difficultés. Et beaucoup de metteurs en scène, auteurs, metteuses en scène, autrices m'avaient dit, mais nous avons des spectacles, mais nous n'avons que les textes en tapuscrit. Ils ne sont pas publiés. Et c'est un problème parce que le CNL exige la publication, c'est le Centre national du livre. Il y a le dispositif masterclass où vous êtes une demi-journée dans une classe ou 2-3 classes et vous pouvez vous mettre en lien aussi avec d'autres classes dans une rencontre au CDI par exemple. Et puis des résidences dans un établissement. Alors des établissements très différents. Hein. Moi j'ai été à l'école Boulle par exemple en métier d'art. Mais j'ai un camarade qui a été dans un lycée technologique aluminium, électricité. Là aussi, moi, j'ai fait des cafés philo dans informatique. Voilà, ça se construit et avec l'intervenant, bien sûr, en amont, et par le Pass Culture et par adage. Mais il vaut mieux se renseigner avant et faire appel à des lieux ressources. Alors, je le dis, les écrivaines et les écrivains associés du théâtre sont un lieu ressource si vous le souhaitez. Et puis, nous publions la charte des rémunérations des autrices et des auteurs, j'en ai apporté un peu, pour savoir quelles sont les conditions financières de l'accueil et ce qu'on peut demander à un auteur ou à une autrice. Je vais conclure rapidement et puis on va donc rêver un peu ensemble et après vous pourrez nous poser toutes les questions pratiques ou pas, ou philosophiques que vous avez envie de nous poser. Alors pour conclure, moi je dirais que ce qui nous a unis, c'est de comment vous allez devenir l'entremetteur
entre l'artiste et le spectateur, entre l'auteur et le spectateur, et que c'est beaucoup plus que initier une sortie au théâtre et l'accompagner. C'est prendre en compte tout le cheminement de l'écriture à la création. Et vous avez fait cette démarche de vouloir vous intéresser aux écritures contemporaines pour toucher des publics qui auraient une petite appréhension aussi à l'écriture ancienne, on va dire. Et pourquoi? Parce que ça passe par l'identification, et bien sûr on peut s'identifier à Antigone ou à Macbeth, mais les sujets qui sont soulevés par les écritures contemporaines, de par leur actualité, touchent plus facilement vos publics. Donc il y a cette approche qui est sensible, en fait, qui est vraiment la réalité de ce qui nous touche et de ce qui fait notre commun, notre patrimoine commun, c'est d'être sensible au monde qui nous entoure, tout simplement. Et donc c'est raconter des histoires de ce qui nous rend, de ce qui nous touche, de ce qui nous rend sensible. C'est la source de la poésie, en fait. Et je pense que vous avez touché du doigt de comment, c'est-à-dire que là, on parle de la transmission depuis le début, mais en fait, comment transmettre des textes d'écriture contemporaine théâtrale, c'est en rendant compte à vos publics qu'elle leur parle à eux, tout simplement. Et c'est par cette condition qu'on leur parle à eux, qu'on parle d'eux, et vous êtes juste là pour leur ouvrir les yeux en disant, et si on allait voir une pièce qui te parle ou qui parle de toi, tout simplement. Donc voilà, je crois que je finirai par cette simplicité, finalement, de se dire, on a tous envie qu'on nous parle, on a tous envie qu'on nous raconte des histoires où c'est nous le héros. Et c'est ce qui se passe grâce aux écritures contemporaines. Pour finir, j'aurais envie de vous demander, mesdames, si j'étais, voilà, puisqu'on parle d'histoire où nous sommes le héros, j'ai décidé que c'était moi l'héroïne de cette fin de table ronde, et je suis une fée. Et donc je vais proposer à chacune d'entre vous de réaliser un vœu, votre vœu, pour que les écritures contemporaines soient accessibles. Qui est-ce qui commence? Allez, Claire, tu te lances. Non, je ne sais pas, j'allais tendre le micro à quelqu'un. Alors moi, je pense que je vais finir cette table ronde par ce par quoi j'ai commencé hier quand on s'est rencontrés à la Minoterie. C'est que l'endroit où nous sommes, qui est un théâtre, il y a une nécessité de continuité de service public. Pour beaucoup d'entre vous, même si ce n'est pas le cas de tous et toutes, vous êtes à l'endroit de l'éducation nationale, qui est aussi un service public. On vient d'apprendre qu'il y a un délégué interministériel de l'EAC qui vient d'être nommé. Et ben moi, j'aimerais que la fée exauce le fait que l'éducation nationale et la culture puissent travailler encore plus main dans la main pour développer et promouvoir les écritures contemporaines. Voilà. Moi, je voudrais du temps, en fait, qu'on nous laisse le temps de faire les choses, qu'on nous laisse le temps de nous rencontrer, qu'on nous laisse le temps d'imaginer des projets et qu'on n'ait pas une obligation de résultat quand on fait les choses. Et voilà, avoir du temps, je trouve que ça permet de faire les choses bien. Donc voilà, du temps. Lisez, faites lire. Il y a des effets secondaires excellents et pas de contre-indications. Se souhaiter qu'on ait moins, voire plus peur du tout des mots et qu'on arrive à les donner, à se les partager pour débattre et qu'on puisse plus facilement parler de tout. Je ne sais pas si je vais faire autant de poésie. Moi, j'aimerais juste que chacun et chacune en fait, se sente, comment dire, que ça soit accessible, en fait. Que chacun ne se sente pas exclu
Parce que c'est ça aussi, les écritures contemporaines. Des fois, tu peux te dire que tu n'as pas les codes. J'aimerais juste qu'on se dise que non, on a tous, peu importe d'où on vient, on a tous la possibilité d'y accéder. Et aussi qu'on permette plus d'espace aux gens de pouvoir le faire. C'est super de passer la dernière. Voilà, merci. Ouais, tout pareil, oui. Non, mais en tant que prof, je dirais la même chose qu'Alexandra. Nous aussi, avoir du temps. Avoir du temps, pas être contraint par les programmes, les examens, la préparation. Il y a une époque où je rêvais d'une éducation nationale où on puisse partir en voyage, visiter, en pensant qu'on apprendrait probablement plus de choses par ce biais-là que dans une salle de classe. Mais je pense que c'est pas pour demain. Merci à vous. Je pense que donc moi j'avais envie de vous poser aussi et moi mon vœu si j'étais une fée ce serait des créations collaboratives qu'on crée ensemble, qu'on regarde ensemble ce qui nous fait du bien. Voilà, une écriture consolatrice et collective. Je pense que vous avez pas mal de questions. Moi, j'avais envie de vous en poser une, mais peut-être que vous y répondrez en posant vos questions. Je ne voudrais pas trop couper sur vos questions. Il nous reste 3/4 d'heure. À vous aussi, alors sans être une fée, quels seraient vos espoirs pour demain? Qu'est-ce que vous aimeriez pour arriver à transmettre les écritures contemporaines? On va vous passer le micro. Vous pouvez répondre à cette question si vous avez envie, nous poser des questions plus pratiques ou plus philosophiques, sachant qu'on va vous préparer une boîte à outils. Donc les questions que vous posez auxquelles on n'a pas de réponse ou ce serait trop long d'y répondre, on vous donnera des réponses ou en tout cas des éléments de réponse dans une boîte à outils qu'on vous transmettra d'ici une quinzaine de jours à peu près. Qui commence? Bonjour. Du coup, je suis plutôt un lutin qu'une fée, mais pour voilà. Alors moi, je n'œuvre pas à l'éducation nationale. Je suis dans le champ de l'animation socioculturelle. Donc pour moi, la question, c'est est-ce que les écritures contemporaines sont là pour la transformation sociale et non pas pour le maintien d'être un agent de la paix sociale, ce que je ne suis pas justement. Et les conférences gesticulées rentrent-elles dans la catégorie des écritures contemporaines? Je pense qu'une des... Ça fonctionne ? Une des richesses, c'est qu'il n'y a pas une... C'est pas un parti politique, les écritures théâtrales contemporaines. Il n'y a pas une bannière avec des slogans. En fait, chacun ne prêche pas pour une seule... C'est pas univoque. Donc en fait, dans la polyphonie, au sens le plus étymologique, dans la pluralité des voix, tu vois, il y a du pour, il y a du contre, il y a du divergent, il y a du coloré, il y a du rose, du bleu, du vert. Il n'y aurait pas quelque chose qui irait dans un sens ou, à contrario, dans l'autre sens. Et quand tu dis les conférences gesticulées, j'ai l'impression que la question, c'est toujours celle de l'inventivité d'une forme, d'une oralité, d'une parole. Et qu'en fait, quand Alexandra parlait de temps, j'ai l'impression qu'en fait, pour que les... Ça, c'est mon avis tout à fait personnel. C'est pas parce que c'est une conférence gesticulée que c'est intéressant. Et que souvent, en fait, c'est des formes qui se montent extrêmement rapidement et qui ne sont pas très inventives. Et de temps en temps, il y en a des très surprenantes. Donc en fait, est-ce que ça rentre dans les écritures? Enfin, à partir du moment où il y a quelqu'un qui écrit et qui... Mais ça, ce serait une grande ouverture de se dire qu'est-ce que c'est qui est écrit? À partir de quand il y a écriture? À partir de quand on considère que de la récolte de paroles et de l'écriture, ce n'est pas exactement la même chose? En fait, c'est qui agence les signes? Tu vois, voilà, c'est toutes ces questions-là que ça pose. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui faisait pour moi ce que tu dis, et d'un seul coup, ce qui fait auteur et autrice, tu vois, cette différence.
avec cette caution de temps qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... je ne sais pas comment le nommer, quoi. Mais en tout cas, ça va au-delà de... Simplement, je caricaturerais, à un moment donné dans la conférence, on parle un peu de son nom. Mais c'est comme... je suis complètement d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est encore ouvrir une voie de réflexion, mais qui serait la question d'un métier. Qu'est-ce que c'est qu'un métier d'être auteur ou autrice? Et que ça n'est pas... moi, je ne m'improvise pas chef cuistot ou plombier en me disant, en fait, j'aime bien la plomberie, donc je peux être plombier à mes heures. Je peux effectivement bidouiller quelque chose s'il y a une fuite chez moi. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut bidouiller un texte, on peut écrire... Mais en fait, Pendal en parlait très bien ce matin. On parlait de la structure. Qu'est-ce que c'est que structurer un texte? Écrire une page, un monologue assez correctement, c'est une chose, et ensuite structurer une pièce, c'en est une autre. Donc c'est plus la question de à quel moment tu considères qu'il y a un geste d'écriture. Et est-ce que ce geste d'écriture-là, il rentre dans le cadre d'une profession? De la même manière que c'était une question qu'on ouvrait hier, de se dire, tiens, en fait, j'ai tel projet, est-ce qu'en fait, c'est ce qui était évoqué là aussi, c'est travailler en fait en collaboration avec des auteurs et des autrices, avec des gens dont c'est le métier. Oui, je voulais rajouter que les écritures contemporaines visent à l'affranchissement et non pas à la consolidation des vieilles pierres. Ouais, et puis juste pour rajouter une chose aussi, j'ai l'impression que on est toutes et tous là pour poser des questions, mais pas forcément pour avoir des réponses en fait. C'est aussi, c'est créer du vivre. Il y a quelque chose d'un peu de sacré au théâtre. On se retrouve tous, on nous fait croire qu'on est sur une autre planète, dans une autre temporalité. Tous les codes du spectateur, tous les codes du théâtre, le spectateur le prend et s'en empare pour pouvoir justement qu'on lui raconte une histoire. Mais la question, c'est ce qui nous amène à ça, à accepter ça, c'est pas forcément d'attendre une réponse, mais c'est aussi de sortir du moment qu'on a traversé ensemble pour se poser, répondre par soi-même aux questions qui peuvent être soulevées dans le cadre des écritures, de ce qu'on voit sur les plateaux. Et je pense qu'effectivement, c'est politique dans le sens où le théâtre est là pour interroger, pour rendre compte de ce qui est en train de ce qu'on vit et ce qu'on traverse, mais pas forcément pour trouver des solutions. Quand bien même, on vit grâce à des politiques culturelles. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je représente l'enseignement agricole ici. J'ai peut-être un collègue derrière, mais moi je vais parler d'éducation socioculturelle et non pas d'animation socioculturelle, ni d'éducation artistique et culturelle. J'aimerais prendre juste 30 secondes pour dire, dans les lycées agricoles, il y a cette ESC qui a 60 ans d'existence en 2025, où on apprend aux élèves à s'associer. Et dans vos interventions, j'ai entendu que en fait, tout est réuni pour qu'il se passe quelque chose de super, parce que l'ESC, c'est l'éducation à la communication humaine, l'éducation artistique et l'éducation à l'environnement social et culturel. Et pour avoir vu des résidences d'artistes, alors ce n'était pas des résidences d'auteurs, dans des lycées agricoles, j'ai été épatée, je le suis encore, par cette capacité qu'ont un prof d'éducation socioculturelle et un artiste à emmener un groupe classe autour d'une création. Aujourd'hui, je suis dans une autre mission, vraiment d'éducation socioculturelle à l'échelle régionale. Se pose la question du renouvellement de la convention entre la DRAC et la DRAF pour favoriser l'éducation artistique et culturelle. Et dans les discussions que nous avons avec la DRAC, nous nous sommes interrogés à un moment donné, mon interlocuteur de la DRAC s'est interrogé en me disant alors on souhaite tous les deux aller vers plus de résidences d'artistes.
et quel type de résidence. Et là, j'ai su qu'il y avait des résidences création et des résidences plus éducation. Et en même temps, dans la revue Champs culturels, la revue Culture-Agriculture des 2 ministères, j'ai lu un article qui disait que c'est inspirant pour un artiste, pour sa propre création, c'est inspirant de travailler avec un groupe de jeunes pendant un certain temps. Et j'aimerais donc m'adresser aux collègues de la minoterie et puis aussi à toutes, parce que tout a été abordé. Alors, quelles sont les conditions, en fait, pour qu'un établissement scolaire accueille une résidence? Alors, je ne parle pas des conditions de l'atelier lui-même, mais des conditions vraiment méta, quoi, en termes d'organisation. En termes de financement, on a un petit peu parlé, mais vraiment beaucoup en termes d'organisation pour qu'un établissement accueille un auteur, c'est-à-dire même en termes d'hébergement, de temps inscrit au planning des classes, de nombre d'accompagnateurs, nombre d'enseignants. Alors nous, on a on a aussi des amphithéâtres, des lieux comme des exploitations agricoles, enfin toutes sortes de choses qui peuvent nourrir cette résidence. Voilà. Résidence en établissement scolaire. Après, on a des financements qui sont axés. Il y en a 2, c'est la DRAC et c'est plutôt ce qu'on appelle résidence action culturelle, justement, où ça va être vraiment de l'atelier et pas de la résidence de création. Et on en a une financée par la ville de Dijon qui est là de la création où les artistes sont au sein de l'établissement scolaire. Là, je parle de ça, mais c'est premier degré, c'est pas second degré. Et en fait, nous, on serait d'accord pour aller dans un lycée agricole, peu importe, c'est pas la question. C'est juste en fait la question du financement, parce qu'après organiser, en fait, ça se fait en co-construction. Donc si on a en fait une compagnie qui a vraiment ce désir de créer au contact, et moi je le défends vraiment, cette création au contact, parce que tu peux pas créer sans savoir pour qui et pourquoi tu crées les choses. Tu as besoin d'être vraiment sur le terrain pour comprendre l'essence des choses. Sinon tu serais totalement hors sol, et moi je le défends, mais vraiment, vraiment. Mais la question, c'est vraiment que la question financière. Mais sinon, nous, s'il y a un artiste qui a ce désir de créer au contact dans un établissement, on y va. Et l'organisation, c'est pas un souci, en fait. La logistique, oui, en effet, on s'en charge. Et pour moi, c'est pas là la question, en fait. C'est qui a envie vraiment de s'adresser à, pourquoi, à quel endroit. C'est faire du sens, en fait. Et la suite, c'est vous nous contactez. Nous, on a l'ingénierie, en fait, de ces questions-là. Mais je ne sais pas, vous par exemple, je sais qu'il y a un dossier de la DRAF justement où on peut faire des résidences, mais c'est vous, je crois, qui le remplissez, c'est le lycée agricole. Dans ces cas-là, il faut... Oui. On sait, les MFR, les lycées agricoles, avec votre option justement éducation est super justement. Enfin, voilà. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire des projets, nous, on est vraiment ouverts à ça. On le fait, on a une expérience. Il y a Séverine qui est dans notre directrice qui est en train de le faire en ce moment et qui pourrait témoigner de tout l'intérêt d'être dans les établissements scolaires. Et après, ça peut être un échange, à la fois être dans l'établissement et à la fois dans notre lieu. Donc, il y a tout un parcours qui peut se faire. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, on peut le faire. Vous pouvez nous contacter. Et voilà. Je ne vais pas dire que c'est pour la saison prochaine, parce que je crois qu'il y aurait... Mais en tout cas, ça peut se questionner. Enfin, voilà. Et directement pour la DRAC, alors ça dépend des régions, mais il y a des appels à résidence qui s'appellent auteuris en milieu scolaire. Et c'est à toi de te rapprocher de la DRAC, de dire avec tel lycée, on aurait la volonté de. Et ensuite, il y a un appel à candidature en disant de temps à temps, en fait, il y a des auteurs qui peuvent venir en résidence ou des autrices à tel endroit. Et vous allez recevoir des candidatures.
Ça passe directement par vous. Ouais. Des lycées ou des collèges qui se mettent directement en lien avec la DRAC. Ça a été très favorisé dans le 93, ça se faisait beaucoup à Aubervilliers, à La Courneuve, à Courcouronnes. Et donc ça permettait véritablement de passer 2 mois, en général c'était 2 mois dans un lieu, tu répètes dans une salle qui t'est dévolue et tu as des temps de rencontre avec les élèves. Je ne sais pas du tout. Ça passe par la DRAC. Je ne sais pas. Rapprochez-vous de vos DRAC. Par rapport à ça, se dire, l'intérêt aussi de se rencontrer dans ces endroits de formation, c'est connaître un peu mieux nos métiers, de charger des relations avec le public et vous dire que quand vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous solliciter parce que nous, si on ne les a pas forcément sur le moment, on les cherche. Et en fait, nos métiers, ils sont à cet endroit aussi après de l'organisationnel et de permettre de faire le lien entre vous qui vous occupez de vos élèves, l'artiste qui s'occupe de la création artistique et du coup d'être au milieu. Je voulais enchaîner, moi je suis autrice donc ça m'intéresse tout ça. Moi j'écris en poésie et l'histoire de la petite fée et du vœu, voilà, je vais faire mon vœu à moi, qui est un souhait qui est peut-être, pour reprendre le terme de Kevin hier, qui est revenu beaucoup de fois, le mot porosité, qui est peut-être un peu plus de porosité entre les pratiques. Moi, je vous cache pas que je me sens un peu isolée quand même. J'ai l'impression qu'il y a la famille de la poésie, la famille du théâtre, la famille de la philo, la famille des essayistes, la famille des romanciers. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir plus de rencontres? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un lieu où les auteurs se fédèrent, créer de la cohésion, des types de collaboration? Moi, ça me plairait follement de pouvoir aussi dire, et pourquoi pas acoquiner les poésies et théâtre un peu plus, et pourquoi pas créer des choses, du langage commun, de nouvelles formes. Je trouve que ça serait intéressant, et j'ai l'impression que c'est pas si simple de pouvoir créer ces ponts-là. Moi, je te rejoins complètement, évidemment. Et j'ai une toute petite piste. C'est que je ne sais pas si vous êtes spectateur de cirque contemporain. Le cirque contemporain, en ce moment, depuis 30 ans, se renouvelle. Et il y a des questions d'esthétique qui se posent par rapport à... Certes, c'est une discipline qui est proche de la discipline sportive. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement physique. Mais ça n'est plus le cirque qu'on a connu enfant de waouh. Et aujourd'hui, les circassiens manquent d'auteurs. Et on les incite à penser une dramaturgie. C'est-à-dire que évidemment, c'est plus des numéros qui se succèdent. Mais on a toujours quand même des spectacles un peu bancaux. Et je pense que la poésie serait un bon moyen, parce que quand un auteur de théâtre textuel s'empare d'un projet de cirque, ça ne se passe pas toujours très bien. Parce que peut-être l'auteur veut aller vers une fin et que voilà, le cirque, ça ne se prête pas forcément à avoir un récit progressif qui va vers une fin. Donc je t'invite à rentrer en contact avec l'école de Chalon, le CNAC. Et voilà. C'est une idée qui m'est venue quand je t'ai entendu parler. Et il y a un financement aussi qui a été mis en place, écriture dramaturgique et cirque, Arsena, qui justement permet au cirque d'avoir une plus grande dramaturgie, parce que je suis assez d'accord sur... Oui, c'est vrai que c'est enfermé. C'est enfermé dans une boîte, c'est enregistré. Donc, ma question est, il y en avait plusieurs, mais je vais en choisir une, celle de l'adresse au public. Moi, je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis passeuse de temps en temps dans l'exercice de mon métier. Mais
Donc j'ai cette question-là des publics. Hier, on a parlé d'éducation populaire. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse, m'interroge, me tarabuste. Voilà. Donc, où on en est, quelle réflexion on a par rapport à ça. Et on parle d'écriture contemporaines au pluriel. On a donc, ça veut dire beaucoup de choses. C'est dans ce pluriel qui a mille et impossibles. Or, bon, on a la chance d'avoir Kevin qui était là. On a des auteurs, des autrices. Et pourtant, moi, alors peut-être ce serait plus livresque, mais au niveau du texte, vraiment d'aller plus profondément dans ce qu'est le texte objet, quelle est la spécificité. Y en a-t-il une d'ailleurs d'un texte théâtral dit contemporain? Quelle en est sa dramaturgie? Est-ce que sa dramaturgie préexiste, est intrinsèque au texte, ou elle se fait en lien avec la scénographie et la mise en scène? Voilà, il y aurait... toutes ces questions-là m'intéressent. Et je ne sais pas, c'est sûrement très difficile d'y répondre en 2 secondes. Vous avez 2-3 heures? Racine disait mon plan est fait, ma pièce est faite. Donc on peut commencer par la dramaturgie et écrire ensuite. On peut très bien se laisser aller à écrire au fil de la plume. La question de l'adresse, c'est vrai qu'ils se sont des corps physiques qui entrent en scène et qui en sortent et qui bougent. Et ça induit 3 dimensions euclidiennes. Mais en même temps, maintenant, nous avons du virtuel. Donc on ouvre sur d'autres dimensions, la dimension temporelle, des dimensions d'apparition et de disparition qui ne sont pas les mêmes. Il y a aussi la dimension du récit. Il y a toujours eu du récit dans le théâtre. Il y a eu Théramène, on le sait. Mais maintenant, le récit à la première personne en adresse directe, avec ou sans plusieurs voix à l'intérieur du récit, est extrêmement développé. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnages. Bon, il y a aussi toujours la tradition dont je suis en train de faire tel personnage et moi, je suis en train de faire celui-ci et puis passe-moi le tien, je te passe le mien, etc. Donc, il y a une grande diversité d'adresses. En revanche, il y a des textes qui sont irréductibles au théâtre. Ça ne fait pas théâtre, ça ne produit rien. Parce qu'il faut intégrer le spectateur, hein, c'est une triangulation là aussi, il faut intégrer le spectateur dans le texte. Alors, c'est Anne Hubersfeld qui avait parlé de texte à trous. Maintenant, on revient sur le texte à trous, c'est-à-dire toute dramaturgie laisse la place à un vide qui est comblé par le scénographe, qui est comblé par le musicien, qui est comblé par le metteur en scène, par les costumiers, etc., ou les costumières. Bon... ou par l'imaginaire du lecteur ou de la voilà. lectrice. Il y a des trous. Maintenant, la question du trou, elle est drôlement attaquée. J'ai été très étonnée, d'ailleurs. C'était peut-être quand on était ensemble à Poitiers. Hubersfeld a été vraiment renvoyé aux oubliettes en disant non, c'est pas du tout, c'est pas ça, il n'y a pas de texte à trous forcément. Moi, je trouve qu'il y a toujours un tiers absent. Je reprends une expression de Michel Serres. Je pense qu'il y a un tiers absent, il y a un invisible, il y a de l'imaginaire, il y a une zone aveugle qui est celle-ci, précisément, qu'on va essayer de mettre à jour. Mais ça n'engage que moi. C'est peut-être pas tout à fait la même adresse, mais vous parliez d'éducation populaire, donc peut-être qu'il s'agissait de ça aussi. À la Minoterie et à la Compagnie Les Bas Bleus, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel et l'accessibilité universelle. Alors, c'est des grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment penser la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tout le monde. On peut parler aussi de timidité culturelle, de difficulté à pousser la porte, etc. Et ce qu'on appelle le théâtre cogénérationnel, on vient ensemble au théâtre, c'est pas seulement les enfants, c'est pas seulement du théâtre jeune public, c'est on vient ensemble au théâtre, c'est une démarche à la fois des spectateuristes, mais c'est aussi une démarche des artistes contemporains qui travaillent à différents niveaux de lecture dans l'adresse à la jeunesse et aux autres. On a une grande chance parce qu'on parvient, grâce à ces différents niveaux de lecture et aussi à l'utilisation du théâtre d'évocation dont parlait Claire tout à l'heure, on parvient à toucher plus largement. Peut-être parce qu'on désamorce, parce qu'il y a moins d'angoisse, parce qu'on se dit
c'est accessible plus facilement, peut-être parce qu'on oublie cette notion de compréhension. Et ça, c'est peut-être un vœu, moi, que j'aimerais faire, c'est de pouvoir ne pas être efficace, ne pas être rentable, ne pas faire un compte-rendu, ne pas se dire les élèves ont-ils compris, même eux, que les élèves ne se disent pas quand ils vont au théâtre, est-ce que j'ai compris, est-ce que l'art est rentable, efficace, etc. Qu'on parle vraiment d'art, parce qu'on n'utilise pas si souvent ce mot-là. Mais pardon, je m'éloigne. Mais donc ce théâtre d'évocation et ce théâtre cogénérationnel nous permet d'être plus accessible, de désamorcer les angoisses. Et là, par ça, on essaye d'être en accueil inconditionnel. Mais c'est une bataille tout le temps, que tous les théâtres, qu'on soit Centre dramatique national, Scène nationale, qu'on soit maison de quartier, que tous les lieux culturels ont. C'est des batailles qu'il faut mener en permanence, ouvrir, et même, c'est même pas ouvrir, aller chercher, on le sait très bien. Et sur la deuxième question, sur la dramaturgie, je voulais expliciter un peu plus ce théâtre d'évocation parce que ce matin, vous en avez eu un exemple hyper précis. Le théâtre d'évocation, pour moi, c'est évoquer avec des images du corps, de l'objet, de la marionnette, de la peinture, tout, avec du texte aussi, mais pas seulement avec du texte. Et ce matin, quand vous avez vu cette scène, pour celles et ceux qui étaient là, sur les règles, en plus on en a pas mal parlé, où il n'y a pas de texte, pas de musique, rien d'autre, mais pour autant un moment qui évoque énormément et différemment à chacun et à chacune, en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction de son vécu. Voilà comment je raconte avec juste une image, sans texte et sans musique. Donc voilà, voilà une des réponses sur le théâtre d'évocation, mais ça n'empêche évidemment pas le texte et surtout pas l'écriture par des auteurs et des autrices. Moi, je me permets aussi un tout petit temps de réponse, parce que j'ai l'impression que ta question, elle est aussi légitime que nécessaire et elle traverse tous nos corps de métier. Et je te ferai d'abord une réponse en tant qu'universitaire. C'est que autant il y a des spécialistes du théâtre du XVIIe, du théâtre élisabétain, du théâtre de la Renaissance, il y a des spécialistes de Coltès maintenant. Alors ce qu'on a appelé pendant très longtemps le théâtre contemporain, ça s'arrêtait aux années 70. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une sorte de temps aveugle sur toute une séquence théâtrale qui s'écrivait. Et au sein des universités, alors à part quelques... Alors on se connaît en général sur le doigt d'une main parce qu'on n'est pas très nombreux et très nombreuses. Il y a toute une séquence théâtrale récente, de l'hyper-présent, on pourrait dire des 25 dernières années, qui a été comme absente d'un pan de réflexion. Moi, j'ai donné un cours pendant longtemps à Paris 3 qui s'appelait la place du texte dans le théâtre contemporain et qui posait aussi ces questions-là. En fait, si on parle du texte, on peut parler de l'absence de texte aussi. Mais en fait, ce qui nécessite apprentissage, formation et donc apprentissage et donc transmission, fait qu'il y a comme une carence en ce moment d'outils auprès de toute une forme de public qui pourrait en avoir besoin. Quand je dis d'outils, c'est de bouquins, de littérature, en se disant, tiens, en fait, je sais pas, les autrices en Angleterre dans les années 2015. Il n'y a rien. En fait, il y a beaucoup de rien sur des choses qui occuperaient tout un pan de réflexion et pourraient mobiliser ce qu'on appellerait... toutes les discussions avec aussi ATD Carmonde, par exemple, des gens en fait avec des corps de spectateurs et de spectatrices pour qui c'est plus difficile, ou alors des universités interâges, ce qui se fait dans plein de lieux aussi, qui permettrait en fait de poursuivre ce type de formation en donnant des bibliographies. Mais il y en a très peu, voire pas. Ou alors c'est des thèses en cours. Je juste réappuyer à un endroit qu'on a déjà beaucoup dit, mais sur l'éducation populaire, de se dire, de s'autoriser déjà à dire qu'on fait de l'éducation populaire, de se rappeler que le théâtre c'est politique et qu'on a le droit de se dire militant et militante et de faire de la politique, et donc de ne pas oublier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'après-spectacle, que parfois on oublie. En fait, on prépare, on va au spectacle, et puis si on finit par se dire alors t'as aimé, et ben ça s'arrête, ça peut
s'arrêter là. Et ça peut être super difficile pour quelqu'un qui n'a pas aimé ou, comme on l'a pu le dire, qui aurait l'impression de ne pas avoir compris avec tout ce qu'on peut projeter sur le théâtre. Ça pourrait devenir une expérience qui n'est pas très heureuse. Donc, se trouver des méthodes ou en chercher ou en partager sur comment est-ce qu'on va revenir sur une représentation qu'on a vue ensemble pour pouvoir en parler, pour pouvoir s'autoriser à donner son avis, s'autoriser à le penser, cet avis, à le construire. Là, on est complètement dans l'éducation populaire parce que c'est aussi argumenter, c'est aussi faire des références à d'autres choses, aller plus dans ce qu'on lit, ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, il y a la lecture, bien sûr, pardon, mais voilà. Et puis, en plus, on est dans une période contemporaine où les créations contemporaines sur scène mélangent beaucoup d'esthétiques. On en a parlé hier. Par exemple, un tube musical qui nous a tous rassemblés à un endroit, ce qu'on s'est dit hier, ça peut être le point d'achoppement d'une vraie discussion après sur des choses qui nous ont pas du tout parlé de la même façon, et on va se retrouver entre générations. Voilà. Et ce qui est, pour revenir là, pour le coup sur la lecture et sur le livre, qui est hyper précieux, en tout cas dans nos quotidiens, c'est quand on n'a pas commencé par le texte et qu'à la fin, on peut avoir des spectateuristes qui nous disent « Ah, mais il y a un livre sur la pièce, on peut l'acheter, comment elle existe ?» et le travail qu'a fait le TDB avec la librairie éphémère. Enfin voilà, quand ça se passe dans ce sens-là, c'est assez jouissif. Non, en t'entendant, je me disais aussi, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait nous guider. C'est de se dire aussi qu'on sort effectivement une sorte de rêve, de certaines questions qu'on nous a infligées et que des fois, malgré nous, on répercute de qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris, en fait, de quel type de lexique aussi on peut mettre en place, qu'est-ce qui t'a touché, à quoi ça t'a fait penser, de quoi tu vas te souvenir, en fait, pour essayer d'avoir des chemins, effectivement, des sentiers un peu différents que d'une sorte de grille de rationalité, de grille interprétative qui consisterait tout de suite à rendre compte d'acquis. On avait formé aussi, il avait formé les personnes à un outil qui s'appelle l'atelier du regard. Alors certaines ont peut-être déjà fait ça, et justement c'est de repartir du concret. Plutôt que de dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé, c'est de repartir du concret de qu'est-ce que j'ai vu, de quoi je me souviens, et après mettre du sens. Ça s'appelle donc l'atelier du regard. Et il y a quelques outils qui sont mis en place. Et pareil, on peut être lieu de ressources à la minoterie. J'emmène un demain. Donc on vient en classe. Ouais. Donc on vient, mais le TDB le fait aussi. En fait, ils ont fait cette formation. Donc en tout cas, c'est ça. On a des endroits nous aussi où les relations publiques, on peut aider justement. À accompagner, ouais, tout simplement. Oui, et puis de même que... Donc là, vous participez à une formation préac. Il y en a plusieurs tout au long de l'année. Elles sont différentes d'une saison à l'autre. Et selon les formations auxquelles vous assistez, vous pouvez découvrir de nouveaux outils pour mettre en pratique, pour aller plus loin, des choses qui peuvent s'adapter à tous les publics. Alors, on a beaucoup parlé de l'éducation nationale, mais on peut aussi parler pour les publics qui sont dans le champ social. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder de plus près toutes les formations, et la minoterie en propose aussi, mais les formations qu'on peut mettre à disposition et qui vous délivrent des outils pour que vous puissiez aussi vous en emparer derrière, et c'est comme ça, on essaime de cette manière. Aussi, parce que c'est un peu embêtant ce truc, vous pouvez être force de proposition aussi, hein. Nous, on est tout à fait ouverts et ouvertes à recevoir aussi ce qui vous manque, parce que chacun et chacune, on a nos métiers, on est à des endroits, mais c'est le collectif qui fera qu'on avancera ensemble. Donc s'il y a des moments, vous nous dites moi j'ai besoin de ça, nous on peut réfléchir aussi à combler ce besoin. Et je pense que c'est ça qui nous manque aussi souvent, c'est le faire ensemble. Et je pense qu'on résoudrait beaucoup de problèmes si on dialoguait un peu plus les uns et les autres, et les unes et les autres. Donc n'hésitez pas à faire appel au TDB ou à nous-mêmes, aux professeurs missionnés aussi. En fait, le rectorat fait des choses bien aussi et met en place des heures pour les professeurs missionnés qui sont là pour faire le relais avec les structures culturelles et justement aiguiller notamment sur la pédagogie, comment reprendre une pièce, quelque chose qu'on a vu avec des élèves. Après, sur le champ social, c'est vrai que c'est moins mon domaine, donc je ne sais pas les appuis qu'il y a, mais le reste avant fonctionne aussi, quoi.
On a parlé d'accueillir des auteurs, autrices, artistes en résidence dans vos lieux. Et j'ai passé que vous pouvez aussi accueillir des spectacles. C'est-à-dire que ce soit la Minoterie ou le TDB, il y a des spectacles hors les murs, on appelle ça, qui vont à la rencontre d'un public qui ne peut pas, qui ne se déplace pas pour des raisons X ou Y. Donc renseignez-vous là-dessus aussi, c'est un bon moyen. Puis évidemment, il y a dont tu fais partie, le théâtre de rue. Oui, juste vite fait par rapport à ça, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué en 2 minutes, parce qu'il ne nous en reste que 10. Dans le cadre de l'accompagnement aussi, du début jusqu'à la fin, et au-delà du spectacle, au-delà du moment où on sort de la salle, et qu'est-ce qui se passe après, et dans aussi l'idée d'aller ailleurs, nous, on a un dispositif qui s'appelle Passe-Muraille, où chaque année, on passe commande à un auteur ou une autrice d'un texte qui est présenté dans les lycées. Alors là, pour le coup, on passe vraiment commande avec des critères qui sont hyper stricts. C'est une pièce qui doit durer 50 minutes pour 2 comédiens-comédiennes qui vont jouer dans les lycées de toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont systématiquement accompagnés en amont d'un temps d'échange et de formation auprès des enseignants, et à l'issue de la représentation d'un temps d'échange avec les lycéens et les lycéennes qui ont assisté à la représentation. Il y a aussi des ateliers de pratique, puisque quand on présente ces spectacles-là, on s'installe pendant 1 semaine dans un lycée. Et du coup, il y a vraiment une dynamique qui se crée au sein du lycée. Ce qui est aussi vertueux, c'est qu'on essaye de faire que... Ce projet est destiné à des jeunes comédiens sortant d'école. Et donc, pour nous, c'est une voie de professionnalisation pour eux que d'être intégrés à ce qu'on appelle la jeune troupe du Théâtre Dijon-Bourgogne. Et ces projets-là sont aussi présentés dans des lieux qui ne vont pas être des lycées, mais qui vont être présentés dans des centres sociaux, en milieu rural. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Mais voilà, et où du coup, le fait que ça soit le spectacle qui va à la rencontre du public et pas justement ce qu'on disait tout à l'heure, la chose sacrée de passer la porte, où il y a un mouvement où il faut venir dans le théâtre, d'autant plus ici, où, vous voyez, c'est une ancienne église, donc en plus, il faut monter des marches pour accéder à la culture. Donc voilà, l'idée aussi de ce dispositif, c'est faire tomber les murs du théâtre, les rendre transparentes, montrer comment ça se fabrique, que le théâtre aille dans les lieux, que les lycéens, les lycéennes voient les comédiens en train de manger à la cantine, les voient monter et démonter, échanger avec eux. Voilà. Donc ça fait partie aussi du vivre ensemble. Les gens en théâtre de rue viennent parler à l'issue de la représentation. Par ailleurs, pour les auteurs, autrices, il y a un dispositif à la SACD qui s'appelle Écrire pour la rue, qui est très bien et qui est c'est souvent en partenariat avec des compagnies, mais j'invite à le faire parce que, en effet, ça manque cruellement d'auteurs en rue. Il y a des choses très bien, mais il y a des choses au niveau texte. Voilà, c'est tout. Je vais compléter par rapport, tu peux parler de Passe-Muraille. Le TDB aussi en fait partie. Il y a lycée apprenti pour les lycées où en fait vous avez tout un parcours. Il y a un spectacle qui vient dans votre structure et après vous venez dans une structure culturelle, dans un théâtre pour voir un spectacle et vous avez de la pratique artistique et ça tout est financé par Côté Cours qui a le dispositif, mais c'est la région à la base qui finance ce dispositif. Donc vous postulez et après on sélectionne sur un comité de pilotage pour que vous puissiez bénéficier de ça. Voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui pourrait vous intéresser plus à titre individuel, même si ça doit pouvoir se faire avec les participants de vos ateliers. C'est les comités de lecture. Donc en fait, quand un texte est écrit, il part en comité de lecture. Il y a différents comités de lecture. Il y a des comités de lecture professionnels, donc par
les textes sont lus par des auteurs, par... On en a parlé pas mal avec Penda ce matin. Super. Ouais. Et du coup, il y a aussi des comités de lecture amateurs dans lesquels vous pourriez vous greffer dans les régions sur lesquelles vous travaillez. Vraiment, renseignez-vous. C'est un bon moyen de lire beaucoup de théâtre contemporain et d'affiner votre regard et votre sensibilité sur qu'est-ce que j'aime dans l'écriture contemporaine. Concernant l'accueil d'un spectacle en établissement scolaire, ce matin, on a eu, ça y est, j'ai oublié son prénom, Lucien ? Non. Lucien qui nous expliquait qu'il avait conçu son spectacle pour qu'il soit représenté dans une salle de classe, donc 3 tables, quelques chaises. Moi, je pense à mes amphithéâtres qui sont nombreux, des amphithéâtres scolaires. J'ai des profs de SC, quand je leur ai dit mais en amphi, on peut faire des trucs super. Ils m'ont dit mais non, notre amphi il est tout pourri. Évidemment, il n'y a pas de grille, si, il y a des rideaux, mais il n'y a pas d'aussi beaux rideaux et autant de rideaux qu'ici au théâtre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je vais le faire. Oui, ça doit dépendre. En fait, ce qui est important, c'est que ça dépend si tu as déjà une idée du spectacle que tu souhaites faire tourner dans les lycées. Mais c'est faire venir un technicien, un régisseur de la compagnie dont tu as envie d'accueillir le travail, qui pourra te dire... En fait, on peut jouer partout, si tu veux. Mais c'est juste quelles contraintes ça entraîne. Combien de temps de préparation? Une salle de classe? Est-ce qu'il y a des rideaux? Est-ce qu'on peut avoir un noir? Est-ce que le spectacle, on s'en fout qu'il soit joué dans du noir ou pas? Tu vois, il y a des choses vraiment toutes simples. A priori, un gymnase peut très bien faire l'affaire. Après, s'il y a des néons rouges qu'on ne peut pas éteindre... Ou une acoustique atroce. Ah ouais, voilà. Donc en fait, le mieux quand même, dans ces cas-là, c'est de s'adresser à un régisseur qui va dire, éventuellement, et bien évidemment au metteur en scène qui va dire moi, cette scénographie-là n'est pas possible, mais a priori, si on fait la démarche d'avoir envie de jouer dans des lycées, on a déjà conçu des scénographies qui peuvent s'adapter n'importe où. Et puis voilà, donc a priori, c'est possible dans un amphithéâtre, mais il faut mieux demander à des gens compétents. Et juste, je voulais dire, en général, quand on choisit de jouer en dehors d'un théâtre, c'est pas pour reproduire un théâtre. Et ça, c'est hyper important de le notifier. La création hors des théâtres est faite pour être jouée dans des lieux non équipés. Et c'est juste qu'il faut choisir la bonne forme. Ne pas demander à quelqu'un qui a créé pour une boîte noire de venir jouer dans un endroit où c'est pas une boîte noire. C'est juste ça. Parce que la boîte noire, elle est prévue pour certaines lumières, elle est prévue pour le son. Mais nous, typiquement, on a un spectacle là, impeccable qui va jouer en classe. Et il a été fait pour être joué en classe. Là, Lucien, c'est le cas. C'est pour ça qu'on lui a proposé d'aller tester dans une classe de collège, parce qu'il sait qu'il va créer après pour une salle de collège. Donc, il a besoin de comprendre les conditions, comment s'installer. Donc, là encore, je pense qu'il faut se retourner vers des théâtres et dire, bah voilà, est-ce que vous avez une forme hors les murs et est-ce que c'est possible de l'accueillir Enfin, vraiment, il faut se dire, si c'est fait pour hors les murs, les conditions vont s'adapter. Sinon, ne pas demander l'impossible, en tout cas aux compagnies. Ouais. Oui, moi, je voulais en témoigner parce que cette année, on accueille à Carnot tous les ans les dispositifs Passe-Muraille. Ce sont des dispositifs légers qui sont faits pour être joués dans différents lieux. Certaines années, c'était joué dans une salle de classe. Cette année, ça n'a pas pu l'être. Ça a été joué dans l'ancienne chapelle. C'est cette année qu'il y a eu le plus de contraintes parce que comme c'était de la marionnette, il y avait un dispositif limité en nombre de spectateurs parce que la marionnette, si on voit la manipulation sur le côté, ça marche moins bien. Donc il y avait un nombre de spectateurs prévus, mais c'est le maximum de contraintes qu'on ait eu. Moi, j'ai vu des spectacles dans des salles complètement allumées parce qu'il n'y avait pas de rideau, aucune possibilité d'atténuer. Et voilà, les équipes ont l'habitude de travailler dans ces conditions-là. Il peut y avoir des dispositifs bifrontaux, quadrifrontaux, etc. Et donc, tout a été pensé justement pour s'adapter au lieu et ça se passe très bien.
Oui, et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que avec la crise Covid qu'on a traversée, il y a quand même énormément de projets qui ont été créés, puisque je vous rappelle que les théâtres n'étaient pas essentiels et donc nous n'avions pas le droit d'ouvrir nos salles. Mais par contre, on pouvait présenter des spectacles dans les établissements scolaires, et il y a énormément de formes qui sont nées depuis 2020 et qui jouent dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, et qui sont des formes légères. Donc oui, évidemment, le spectacle que vous avez vu hier soir, l'accueillir dans un lycée, c'est pas possible. Mais après, il y a plein d'autres possibilités, et effectivement, il y a plein d'artistes qui répondent aussi par nécessité, en fait, hein, à ce cahier des charges-là. Pardon, c'est Séverine. Quand je vais découvrir des spectacles jeunes publics, en ce moment, c'est un spectacle sur 2 qui est prévu pour les lieux non dédiés. Donc vraiment beaucoup. Donc tournez-vous vers les théâtres, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ça me fait même peur qu'il y en ait autant, parce que c'est aussi par manque de moyens, très concrètement. Donc on manque de moyens, donc on fait un spectacle avec un seul interprète, pas de lumière, pas de technique et tout. Mais il y a des choses de très très grande qualité qui ne nécessitent pas de technique. Un auditorium, c'est déjà formidable, on a un gradin et tout. Et en plus, les artistes maintenant arrivent à détourner encore cette contrainte, comme on l'a vu avec Lucien et ses écrans. On imagine qu'on fait le noir, donc c'est quand même quasiment presque de la lumière. Avec les mini-enceintes maintenant qui sont de super qualité, des projecteurs LED et tout, même dans des petits espaces, des artistes arrivent à intégrer quand même de la technique dans des petits espaces. Donc vraiment, vous pouvez leur répondre, ça devient une fausse question presque, parce qu'il y a tellement de propositions qu'on peut trouver pour jouer n'importe où. Très tranchée, je comprends parfaitement que voilà, il n'y a pas une réponse, ça dépend. Ouais. Après, c'est vraiment des structures où il y a quand même, c'est des amphithéâtres scolaires, donc il y a quand même de l'amplification de son et un minimum de LED. Oui, il faut se tourner vers le théâtre ou vers la compagnie. C'est pas un problème. Hein. Oui. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand une compagnie ou un théâtre initie d'aller jouer à Orléans-Mur, il fera tout son possible pour que ça fonctionne, en fait. Donc voilà. Et bien qu'assise ici, je reste maître du temps. Vous pouvez compter sur moi, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a une dernière question que vous souhaiteriez nous adresser ? Bon. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit quart d'heure physiologique, une pause physiologique, et puis ensuite, Sandrine nous terminera pour nous faire un petit résumé de ces 2 jours qu'on a traversés ensemble. Voilà. Vous avez du thé et du café juste derrière. Merci beaucoup.